Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette rencontre intitulée Comédies humaines. C'est extrêmement même réducteur par rapport au contenu original. Alors en effet, on rit dans vos livres, on rit de la nature humaine, on rit à partir de l'histoire, on apprend aussi des choses, beaucoup de choses. C'est une satire de notre époque, pour chacun à peu près, mais évidemment c'est un peu à la truelle, parce que j'essaye de trouver des points communs entre vous. En revanche, ce que vous avez en commun, c'est l'extrême originalité du traitement de vos sujets et de vos personnages. Je vais commencer avec vous, Louis-Henri de La Rochefoucauld. Vous publiez Château de sable aux éditions Robert Laffont. Et peut-être pourriez-vous nous parler de ce sujet qui tourne autour du nom d'une famille la plus guillotinée sous la Révolution ? Alors, c'est pas exactement la plus guillotinée, parce qu'il y a eu différentes manières de mourir, mais c'est la famille qui a payé le plus lourd tribut, en effet, à la Révolution, puisque ma famille a eu 14 victimes sous la Révolution, et était par ailleurs très liée à Louis XVI, puisque mon ancêtre était grand maître de la garde-robe, et donc voyait Louis XVI tous les jours. C'est lui qui a annoncé à Louis XVI la prise de la Bastille. Et donc, j'ai imaginé dans ce livre qu'un jour, je suis dans un bar à Paris, tard le soir, et je croise un homme assez étrange, qui s'avère être le fantôme de Louis XVI, et nous échangeons à propos de ces épisodes sanglants de 1789-1793. C'est pas vraiment un fantôme. Une réincarnation. Oui, c'est un... Je ne sais pas quel terme serait le plus approprié. Oui, une apparition. Voilà, une apparition, j'aime mieux ça. C'est une apparition. Alors, d'où vous est venue cette idée de remettre, de réhabiliter Louis XVI ? Alors déjà, cette idée du fantôme, en fait, je pense que c'est parce que j'avais adoré le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde quand j'étais adolescent. Et souvent, c'est vrai que le fantôme, ça va avec l'idée d'un truc un peu horrifique. Et alors que chez Oscar Wilde, c'est un fantôme assez fantasque, assez goguenard. Et j'aimais bien cette idée. Et par ailleurs, j'avais envie d'écrire un livre sur Louis XVI, que je trouve un personnage extrêmement, finalement, méconnu, et qui mérite, en effet, d'être réhabilité. Et donc, je sais pas, ça m'est venu comme ça. Je l'ai imaginé... vivant aujourd'hui, quai de Bourbon, dans une petite mansarde où il trafique ses horloges et ses serrures. Et voilà, c'est venu comme ça, assez naturellement. Vous êtes beaucoup amusé à écrire ce livre. Oui, c'est vrai qu'il y a quand même pas une volonté comique, mais c'est vrai que le traitement est souvent humoristique. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, alors votre personnage qui vous ressemble donc, qui dit je, ce personnage... il est un peu flottant, je dirais pas largué, mais un peu flottant, un peu peut-être en quête de colonne vertébrale, alors qu'il appartient à une famille peut-être un peu trop lourde, mais en tout cas qui assure une ascendance extrêmement codifiée et historique et rassurante en fait. Alors c'est vrai que ça donne des racines. Mais en fait, moi, c'est un truc que je trouve assez... je trouve que ça donne un positionnement existentiel assez particulier d'être dans un pays, si vous voulez, dont on estime qu'il est né en 1789, et vous de venir de la famille dont quasiment tout le monde est mort à ce moment-là. Parce que moi, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que mon ancêtre a fui aux États-Unis pendant 10 ans à ce moment-là. Et donc, ça donne, c'est vrai, un côté un peu fantomatique, puisqu'en fait, je ne devrais pas être là, quoi. Donc voilà, entre fantômes, on se retrouve bien avec Louis XVI. Vous êtes bien réel. Et votre érudition aussi, ce livre est truffé de références et d'anecdotes historiques aussi. D'où viennent-elles ? D'où les trouvez-vous ? Alors d'abord, moi j'ai été élevé par un père qui était un malade mental de généalogie et d'histoire familiale, etc. Et par ailleurs, pour écrire ce livre, j'ai lu beaucoup de livres sur la Révolution, qui est vraiment le moment de l'histoire de France qui me passionne le plus. Et j'avais envie que ce livre soit une manière de revisiter de manière... alors j'aime pas le mot ludique, mais de manière un peu fantaisiste, en effet... la Révolution française, qui aussi, je trouve, est une période, elle aussi, assez mal connue. C'est-à-dire que souvent, on s'arrête en fait à la prise de la Bastille et à 2-3 éléments comme ça, alors que c'est vraiment une période passionnante. Donc, j'ai essayé de rendre vivant et amusant, et parfois aussi assez flippant. Le 10 août 1792 n'est pas une journée, par exemple, très drôle. Mais oui, j'ai essayé de revisiter la Révolution française de manière fantaisiste, quoi.
Et on découvre aussi qu'il y a des squats royalistes à Paris. Ça, c'est quand même assez inattendu. Mais oui, alors c'est marrant parce que donc j'ai inventé un bar et l'autre jour, j'ai rencontré l'écrivain Sébastien Lapac à une soirée et il me dit c'est génial ta description de chez Jean-Pierre. Et je lui dis de quoi parles-tu Et donc il m'a dit mais attends, je pensais que c'était Jean-Pierre, un bar qui doit être rue des Quatre Vents, un truc comme ça. Et donc il m'a dit mais c'est un bar, ce bar que tu as imaginé existe réellement et il m'en a donné l'adresse. Donc oui, il existe encore à Paris des lieux underground royalistes ou contre-révolutionnaires. Avant de revenir à l'époque contemporaine avec Pierre d'Arcagnan et son rapport chinois, que je soupçonne d'avoir écrit pour de vrai afin de pouvoir inventer ce roman, je vous taquine. On va faire un petit tour dans une époque antérieure à la Révolution avec Les Mille et une nuits, Badroul Boudour de Jean-Baptiste de Froment, publié aux Forges de Vulcain. Badroul Boudour, c'est le nom de qui? Alors, Badroul Boudour, c'est le véritable prénom de la princesse dans Aladdin et la lampe merveilleuse, la princesse dont le jeune Aladdin tombe amoureux, qui a été rebaptisée pour des raisons commerciales assez évidentes, Yasmine dans le dessin animé de Walt Disney. Mais voilà, dans la version originaire, elle s'appelle Badroul Boudour et cette version n'est pas véritablement issue des Mille et une nuits. Il n'y a pas de manuscrit arabe d'Aladin et la lampe merveilleuse. Aladin et la lampe merveilleuse est en réalité un conte écrit par Antoine Galland, qui est non seulement le premier traducteur des Mille et une nuits au tout début du XVIIIe siècle, mais qui est quelqu'un qui a complété en fait le corpus par des contes de son cru, enfin pas tout à fait de son cru, justement c'est l'un des objets du livre que de le révéler, mais voilà, il a complété les Mille et une nuits par Aladin notamment et par Ali Baba et les 40 voleurs, autres contes français en réalité, mais qu'on associe à la tradition des Mille et une nuits. Alors, dans votre livre, il n'y a pas d'apparition ou spectrale, mais en tout cas, il y a un homonyme, Antoine Galland, de nos jours, qui porte le nom de ce traducteur-écrivain et qui est en fait un homme qui vient de se faire larguer par sa femme. Et il va dans un club qui ressemble à une sorte de club med qui s'appelle le Club. Et c'est au Club qu'une action assez étonnante va se nouer. Je vous laisse dire jusqu'où on peut dire sans trop trahir du livre. Oui, il se retrouve au club parce qu'il a deux petites filles en bas âge et qu'il faut bien les occuper et que ces clubs de vacances sont assez pratiques parce qu'ils prennent en charge les enfants une bonne partie de la journée. Et dès qu'il arrive, on va lui proposer de participer à une sorte de jeu de rôle, de jeu d'animation, qui est la recherche d'une créature idéale qui s'appelle justement Badroul Boudour. Alors pour lui, c'est un peu perturbant parce qu'il se trouve être un spécialiste justement des Mille et une nuits et d'Antoine Galland, donc il sait très bien ce que c'est Badroul Boudour. Et donc très rapidement, il va avoir le sentiment que ce jeu en fait lui est personnellement adressé. Parce que c'est un personnage finalement, si je veux faire un lien avec le livre Château de sable, qui lui n'a pas véritablement d'ascendance, mais qui s'est inventé une ascendance imaginaire par l'homonymie, parce qu'il se trouve avoir le même prénom et le même nom que ce fameux traducteur des Mille et une nuits du XVIIIe siècle. Voilà, donc il part à la recherche de Badroul Boudour et chaque rencontre faite dans ce club de vacances va être l'occasion de s'interroger sur l'identité de la personne et il va se demander, notamment, il va croiser une créature de rêve à la piscine du club et il va se demander si c'est elle, Badroul Boudour, et puis il va aller de surprise en surprise. Voilà. Parfois, souvent, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. C'est un indice pour la fin du livre. Vous, Jean-Baptiste, vous avez publié État de nature chez le même éditeur qui a eu beaucoup de succès. Comme dans État de nature, dans ce livre, dans Badroul Boudour, nous sommes dans notre époque contemporaine,
mais pas tout à fait. C'est-à-dire que là, dans ce livre, le président de la République s'appelle Célestin Commode. Bon, c'est quand même très drôle quand on imagine à quelle époque vous pouvez faire référence. Et c'est l'occasion pour vous de faire, en fin de compte, une satire de la société. C'est votre principe ? Oui, tout à fait. J'aime bien le fait de créer un dispositif un peu imaginaire, décalé, qui permet d'être beaucoup plus libre dans la satire et de donner à la description de la réalité quelque chose, entre guillemets, de plus universel. Parce que quand on fait des romans il y a un petit effet Larsen, là, j'ai l'impression. Quand on fait des romans qui sont des romans à clé et qui collent véritablement à la réalité, avec des personnages qui sont les personnages de la réalité, mais un peu déguisés, finalement, je trouve qu'on peut rester pris dans l'anecdote, le côté anecdotique, et dans le règlement de compte, disons, personnel. Et donc, si on veut prendre un tout petit peu de champ et de recul et donner à voir des choses d'intérêt plus général, c'est pas mal d'avoir de créer un monde un peu parallèle, un peu décalé. Donc c'est une technique que j'ai utilisée dans les deux romans. Et Célestin Commode, par exemple, qui par ailleurs est le président de la République, qui était élu à la fin d'État de nature, donc il y a une suite quand même. Célestin Commode, par exemple, rien à voir avec Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, voilà, ça n'est pas du tout le sujet, par exemple. Allô. C'est pas forcément à lui qu'on pense. Est-ce qu'on peut dire que les grands thèmes de ce livre, le grand sujet de réflexion, c'est l'appropriation culturelle et certain révisionnisme historique ? Oui. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, ce qui était intéressant dans la figure d'Antoine Galland historique, c'est qu'en fait, ce que j'imagine, c'est que le président Célestin Commode, pour des raisons politiques, parce qu'il veut faire un acte de cohésion nationale, etc., décide de promouvoir cette figure d'Antoine Galland et de le faire même rentrer au Panthéon. Donc il y a une scène de panthéonisation d'Antoine Galland tiré par un char avec une douzaine d'éléphants, etc., qui se dirigent pour rendre hommage au créateur des Mille et une Nuits. Et en fait, je trouve que ce personnage d'Antoine Galland est évidemment complètement ambigu et peut prêter le flanc à deux interprétations complètement contradictoires et qui sont au cœur un peu des débats politiques de notre époque, puisque c'est à la fois une figure d'ouverture qui fait honneur à la France qui s'intéresse aux autres, qui a diffusé les Mille et une Nuits, c'est un événement littéraire absolument considérable, la traduction des Mille et une Nuits. C'est la première fois que l'Occident a accès à l'Orient littéraire quand même, et que des gens peuvent lire en français des choses qui ont été écrites à une époque très lointaine par des gens qui sont d'une autre civilisation. Et donc ce personnage est éminemment sympathique et positif. En plus, il est issu d'une famille très modeste. Et c'est une sorte de méritocratie, non pas républicaine, mais royale, parce qu'à l'époque, on pouvait, en partant de très bas, devenir un très grand savant. Et puis, d'un autre côté, et parce que je fais aussi un certain nombre de révélations sur la façon dont a été vraiment écrit à la fois Aladdin et tout ça est vrai, hein, et Ali Baba, quand on a un esprit décolonial, on peut voir dans Antoine Galland et dans la promotion qu'en fait le président une supercherie historique absolument inadmissible. Et moi, évidemment, je ne tranche pas entre les deux versions. Enfin, je les mets en scène. Et à la fin, quand même, effectivement, je prends un peu parti. Voilà. On ne dira pas de quel côté. Appropriation culturelle, Pierre d'Arcagnan, en lisant ce titre... on se dit que vous êtes tombés les deux pieds dedans. Le rapport chinois publié chez Anne Carrière. Et en fait, vous en sortez avec peut-être un livre que Flaubert aurait peut-être écrit aujourd'hui. Je vous remercie. Je ne sais pas ce que Flaubert aurait écrit aujourd'hui. En tout cas, c'est effectivement une référence littéraire que
que j'ai toujours à l'esprit comme beaucoup d'auteurs, mais évidemment je ne prétends à rien. Et effectivement, c'est amusant puisque beaucoup de gens viennent au stand en étant attirés par le titre Rapport chinois. Donc je dois leur dire, effectivement, il ne s'agit pas véritablement, il n'y a pas tellement de rapport avec la Chine, contrairement à ce que son nom indique. Et ce rapport chinois, en fait, il est plutôt le symbole d'une certaine forme de vide, de vacuité, puisque effectivement, on va suivre un personnage qui est pas très intelligent, puisqu'effectivement c'est un roman dont l'un des sujets est le vide et donc aussi la bêtise humaine, et on suit donc ce personnage qui est recruté par un cabinet de conseil qui est très bien payé et qui n'a strictement rien à faire, mais il est tellement bien payé et tellement sûr de lui que il finit par se convaincre et qu'il fait quelque chose alors qu'il ne fait rien durant 3 ans, et surtout il essaie de convaincre les autres, notamment sa femme, du fait qu'il a beaucoup de travail, qu'il est surtout important pour la marche du monde, parce que je pense que dans son esprit il n'est pas possible que de se rendre compte de sa propre vacuité. Voilà, jusqu'au jour où on lui demandera, effectivement, un des rares patrons qu'il le croise dans son cabinet, lui demandera de rédiger un rapport sur les perspectives de croissance de la Chine en France, et ce qui donnera lieu au rapport chinois, qui est une sorte de mastodonte fait de copier-coller, de poncifs, justement, sur la Chine. Vous dressez tellement bien vos personnages qu'on a l'impression, en effet, d'avoir assisté Tuc Dual, le personnage, dans l'écriture de ce rapport, et surtout, on a l'impression d'en connaître vraiment le contenu, ce qui est désopilant étant donné ce que vous venez de dire. Comment avez-vous façonné et créé vos personnages ? La première chose, c'est je pense d'abord, comme j'imagine tous les écrivains, l'observation alors ça peut être la vie professionnelle. Là, c'est dans un cabinet de conseil, mais je pense que c'est une certaine forme d'absurdité bureaucratique, administrative qu'on peut retrouver dans n'importe quel milieu professionnel. Je pense au monde de l'entreprise, au monde de l'administration. Et donc, j'ai mis en scène des archétypes, sont des caricatures assumées, qui, je pense bien, doivent ressembler à beaucoup de personnages que l'on croise comme ça dans le monde du travail, sachant que ça n'est pas l'idiot n'est pas toujours l'autre, hein. Je me sers aussi de ma propre nullité. Parfois, c'est un livre qui traite beaucoup aussi de la nullité du quotidien, et donc il y a des réflexions comme ça, des petites voix intérieures qui m'arrive d'avoir et que dans lesquelles je puise pour construire ces personnages. Et évidemment, après, il y a évidemment aussi des références littéraires. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture, le personnage prend un peu son envol, et je suis parfois moi-même surpris. Son envol plané, on va dire, pour ce qui concerne Tuc Dual. Certes. Vous dites, page 237, l'argent n'est qu'une croyance. En évoquant les marchés financiers, l'action du rapport chinois se déroule en 2008, c'est-à-dire juste avant les subprimes. C'est aussi une satire, en tout cas, je ne sais pas quel est votre vrai métier, comme on dit, mais vous semblez avoir une connaissance de l'escroquerie. C'est un cas pratique, effectivement. Et enfin, en tout cas, voilà, de l'escroquerie irréprochable. Oui, alors ce qui m'intéressait là-dedans, et notamment dans le fait de revenir sur la crise financière de 2008, dont on parle plus beaucoup, mais c'est quand même un phénomène historique qui a marqué le début du XXIe siècle. Depuis, tout le monde a crié au loup. Depuis, strictement rien n'a changé. On se rend compte au fur et à mesure des révélations, notamment des Panama Papers, les derniers scandales qui datent d'il y a 2 mois, sur lesquels on voit que tout ça rien n'a changé. Mais ça n'a rien changé parce que ces circuits financiers sont globalement légaux. Donc on peut pas faire grand-chose, si ce n'est justement modifier les lois. Mais ce qui m'a alors mon expérience, moi je suis avocat pénaliste, donc j'ai une certaine connaissance de
d'une certaine manière de l'escroquerie, mais je parle pas du tout, c'est pas du tout quelque chose je suis pas l'ancien trader en train de cracher dans la soupe, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse, je m'intéresse à plein d'autres choses, donc évidemment que je tire aussi de mon expérience d'avocat pénaliste un certain regard sur le monde judiciaire, etc. Mais le sujet de mon livre, en tout cas la trame de fond n'était pas véritablement mon propre milieu professionnel. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt de faire une déclinaison du vide sur le vide de soi-même, c'est-à-dire ces petites nullités quotidiennes, le monde du travail qui est une dimension un peu plus large et au-delà de tout ça, le vide un peu du monde moderne. Et il me semble que la crise des subprimes la crise financière de 2008, c'était un peu le moment où les gens où le monde a découvert qu'il reposait sur du vide. Donc voilà. C'est aussi un peu l'effet de la cristallisation du vice avec la bêtise, non ? Oui, alors ce qui m'intéressait justement, c'était d'avoir d'un côté des personnages que l'on sait bêtes, idiots, des idiots utiles, des figures de bouffons, et de les faire se rencontrer avec des gens supposés intelligents, parce qu'ils font effectivement des schémas qui peuvent paraître compliqués. Je ne rentre pas du tout dans le détail de ces schémas-là dans mon livre, mais ce qui m'intéressait, c'était de mêler les uns que l'on sait idiots, les autres que l'on pense intelligents, et finalement les emmêler dans un élan d'absurdité qui fait qu'on ne sait plus très bien finalement qui est le plus idiot des deux. Mais après, c'est pas tellement une forme de dénonciation, c'est juste un peu le concept de la vacuité du vide. C'est quelque chose qui m'habite assez souvent, où je me pose souvent la question du sens de ce que je fais et ce qui parfois me fait prendre un certain relativisme qui m'empêche d'avoir un esprit de sérieux. Voilà. Ça on le constate. Et on vous en remercie d'ailleurs. Louis-Henri, on vient de parler finalement du rôle de la comédie pour nous dire ce que nous sommes et ce que nous vivons. Autant je parlais de Flaubert pour le livre de Pierre, autant en ce qui vous concerne, il y a un titre qui m'est venu. Vous auriez pu aussi appeler ce livre, il me semble, les correspondances. Il y a la façon dont vous enjambez l'histoire entre le réel et la fantaisie avec un Y, enfin peut-être avec un Y, m'a beaucoup interrogé de cet aspect très poétique de votre livre. Vous pouvez dire une correspondance entre les genres ou entre les époques, plutôt les deux? Un peu tout, oui. Oui, je sais. Alors, exercice de transparence comme ça. Alors écoutez, je ne sais pas d'où ça me vient. C'est comme parfois peut-être les gens qui aiment trouver des ressemblances absurdes entre des personnes très éloignées. Moi, il se trouve que depuis 15 ans, je suis critique musicale, entre autres activités. Et c'est toujours marrant quand on écoute un disque de 2020 de trouver des ressemblances avec des disques des années 60 qui ne sont pas évidentes, etc. De traverser le rideau apparent et pour trouver peut-être des correspondances plus inattendues. Oui, je ne sais pas. Personne ne m'a jamais posé cette question, donc je ne sais pas très bien comment vous répondre. Dans votre famille, je trouve qu'il y a des échos. Alors évidemment, Louis XVI, dont vous réhabilitez la figure et pas le projet, hein, bien sûr. Mais enfin, bien sûr, après tout, vous avez le droit d'être royaliste. Mais enfin, c'est pas ce qui semble sortir de votre livre. C'est pas le sujet, en effet. C'est effectivement pas le sujet. Mais voilà, une espèce d'écho entre, à partir vraiment d'une histoire très originale, qui est votre histoire personnelle, avec notre époque, en fait, notre époque, des personnages, une espèce de transparence historique qui traverse le livre. Enfin, c'est peut-être simplement un avis de lecteur, hein, que je vous offre là. Non, mais c'est vrai que c'est amusant de voir, en effet, comme... ça dit d'ailleurs, parce qu'il se trouve que mon livre se passe en 2018, donc au moment de la crise des Gilets jaunes. Et, les Gaulois réfractaires, comme vous dites. Exactement, voilà. Ouais. Et ces Gaulois réfractaires avaient faisaient pas mal de clins d'œil, eux-mêmes assez directs à cette période. Ils avaient quand même fait une conférence de presse devant la salle du serment du jeu de paume à Versailles. Il y avait ce slogan dans les rues de Paris, « Ressortez les guillotines », Macron caricaturé en Louis XVI, Je me souviens aussi d'une fausse guillotine sur un rond-point en Bretagne. Oui, moi je pense que le passé, évidemment, habite le présent infiniment, quoi. C'était quand même un revival assez désagréable pour un La Rochefoucauld, non? Non, parce que justement, je trouve qu'il y avait un renversement.
Et moi, je me sentais absolument pas visé, quoi. J'étais même plutôt solidaire des Gilets jaunes, moi, instinctivement. Façon de refaire le match, non? D'ailleurs, dans la revanche de l'aristocratie sur la bourgeoisie? Exactement, voilà, exactement. Pour moi, de toute façon, depuis, ça dit même depuis 1848, de toute façon, les vieilles élites aristocratiques ne sont plus les cibles. La cible, c'est une certaine bourgeoisie industrielle à l'époque, ou une nouvelle. Je ne sais pas, la bourgeoisie a toujours de nouveaux visages, mais c'est à mon avis plutôt ça l'ennemi aujourd'hui. Il y a un passage, et on va terminer là-dessus, mais assez poignant dans votre livre. C'est vraiment un détail. Votre personnage, c'est dans le Pays Basque, donc vous, mange des huîtres, mais beaucoup d'huîtres. Et ça le rend très, très malade. Et là, son père vient vers lui, il s'attend à être admonesté, tiens-toi mon fils. Et en fait, son père lui donne une bonne bourrade en lui disant t'es vraiment mon fils, je ne sais plus exactement comment vous dites, t'es vraiment à La Rochefoucauld, on n'a jamais pu digérer les huîtres. Et il y a quelque chose oui, peut-être un peu, pas triste, mais une douce ironie de voir que l'identité et la filiation s'illustrent dans la noblesse aujourd'hui par ce genre de choses. En tout cas, c'est une scène purement autobiographique, en effet, puisque dans ma famille, tout le monde est allergique aux huîtres, et moi, je ne l'étais pas jusqu'à ce mariage. Et donc, j'avais honte, parce que ça se passait dans un très bel endroit au Pays Basque, et j'étais la cravate de travers, ayant vomi partout dans la cour du lieu de réception. Et je vois arriver mon père, et j'ai rarement senti mon père aussi fier de moi que ce jour-là, quoi. Donc, voilà. Tout peut arriver. En tout cas, vous parlez bien de la noblesse. Vous en faites un objet littéraire tout à fait séduisant, Louis-Henri de La Rochefoucauld, avec Château de sable, un titre bouleversant aussi, publié aux éditions Robert Laffont. Badroul Boudour, Jean-Baptiste de Froment, aux Forges de Vulcain, satire contemporaine de certaines idéologies de notre temps. Et puis le rapport chinois, l'exercice de la médiocrité, mise en page et mise en roman avec beaucoup de maestria par Pierre Darcagnan aux éditions Anne Carrière. On vous retrouve sur vos stands pour signer. Merci à tous de votre attention.